est un patrimoine commun dont la valeur doit être reconnue par tous. Chacun a le devoir d'utiliser l'eau avec parcimonie et économie. Ceci est une phrase tirée de la Charte européenne de l'eau pour nous rappeler une fois de plus l'importance et la sacralité autour de l'eau. Chers téléspectateurs, madame, monsieur, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui nous abordons un sujet qui concerne l'eau, cette ressource naturelle et vitale que nous disposons. Bonsoir et soyez les bienvenus à ce tout premier numéro de votre émission autour de l'eau. Restez avec nous, on revient tout de suite après ce jingle. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un endroit spécial, un endroit où l'on se remémore la puissance et la sacralité autour de l'eau. Et c'est nulle part qu'ici, au musée de l'eau. Et le fondateur de cette institution est avec nous, Monsieur Alassane Samoura. Bonsoir et merci d'avoir accepté à répondre à nos questions. Bonsoir. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dites-nous, comment vous est venue l'idée de créer le musée de l'eau? Je tiens d'abord à faire tous mes compliments face au Green TV, qui est une télévision de proximité et qui est vraiment une télévision qui parle des questions d'eau et des questions environnementales. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur possible pour tout ce que vous faites. Maintenant, comment est venue l'idée de créer un musée de l'eau? J'avoue qu'il y a peut-être 2 ou 3 raisons qui peuvent justifier cela. Je vais d'abord dire que c'est un don divin, c'est un don de Dieu que de penser à créer un musée de l'eau parce qu'a priori, je n'avais pas ce concept dans la tête, je ne comprenais rien dedans. Mais un jour, j'ai demandé au Seigneur de me faire quelque chose qui peut porter fort pour l'humanité. Et il m'a dit dans mes rêves, tu fais le musée de l'eau. J'ai dit, mais moi, je ne connais pas ça. Il m'a dit, mais tu es dedans, ça fait 25 ans. Pendant 25 ans, tu dois quand même être capable de comprendre. Au fur et à mesure, le rêve devenait une réalité. C'est-à-dire que je voyais les choses se mettre côte à côte. C'est-à-dire les objets, les ustensiles, les récipients, j'ai commencé à les mettre. J'ai dit, ah, donc c'est ça le musée de l'eau. Donc le concept a commencé à venir comme de l'eau limpide. On va dire c'est un don de Dieu. Deuxièmement, c'est aussi la somme de mes expériences sur le terrain. J'ai travaillé pendant 25 ans dans le développement rural, dans les projets et programmes d'hydraulique villageoise, où j'ai apprécié vraiment l'eau dans toute sa plénitude. L'eau dans toute sa plénitude, l'eau dans l'accès, la souffrance des femmes et des hommes, des filles à avoir l'eau. J'ai apprécié tout ça. J'ai apprécié le liquide eau dans sa forme chimique, mais dans sa forme métaphysique et physique. J'ai apprécié l'eau dans sa forme culturelle. Donc tout ça, il fallait le mettre dans un espace muséal. En français facile, on va dire, c'est de rassembler tout ce qu'on va appeler patrimoine matériel et immatériel, plus le patrimoine naturel, et les mettre dans un espace muséal. D'accord. Et justement, le patrimoine matériel et immatériel, on va revenir sur ça pour comprendre davantage. Et est-ce que vous pouvez nous raconter les premières expériences? Parce que vous l'avez dit, hein, ça fait quand même 20 ans que ça dure et on suppose que ces 20 années ont été marquées de beaucoup de difficultés, d'expériences aussi enrichissantes. Quelles sont les plus grandes expériences que vous pouvez nous raconter? La plus grande expérience que j'ai vécue, c'est vraiment de mettre en place un concept difficile à comprendre par le grand public. Et j'avoue que ça n'a pas été très facile. Et quand tu parles de musée de l'eau, a priori, ça ne dit rien aux gens. On se demande qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, ce monsieur. Mais il m'appartenait donc de convaincre les gens sur ce que je faisais. Et c'est de montrer donc toute l'importance de l'eau. Quand on dit l'eau, c'est la vie, c'est vrai. Mais c'est de montrer que l'eau, c'est la vie à travers la culture, la sociologie, l'anthropologie, ainsi de suite. Mais comment l'eau appartient à notre quotidien et comment on doit la gérer, quelle est la vision que nous devions avoir
de l'eau. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, c'est de voir aussi dans un pays désertique comme le mien, le Burkina Faso, quels sont les enjeux et les grandes problématiques liées à l'eau et comment lever ces défis-là avec les gouvernants et les populations. Ça aussi, c'était un grand défi. D'accord. Alors, vous avez fêté les 1er et 2 février 2025 le 20e anniversaire du musée de l'eau et c'était l'occasion aussi d'organiser des journées portes ouvertes, hein. Quel bilan tirez-vous de ces différentes activités? Et il faut dire que 20 ans, c'est quand même un âge de maturité. Et quand on est mûr, on doit quand même être capable de faire une rétrospective de ce qu'on a fait depuis la naissance jusqu'aux 20 ans. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au niveau du musée. Nous avons compris que le musée de l'eau commençait à être une attraction pour les populations. Nous avons compris que les autorités politiques actuelles s'intéressent à la chose. Nous avons compris que des élèves et des étudiants commencent à s'intéresser parce qu'ils arrivent à avoir de bonnes pratiques hygiéniques et de connaissances sur la question de l'eau qu'on essaie de montrer à ce public-là. Et donc tout ça, ce sont des expériences que nous avons acquises et que nous avons partagées pendant les 2 jours, le 1er et 2 février dernier, pour montrer aux gens de venir voir ce qui se passe. Voilà. Toutes les couches étaient là. On a reçu des artistes et on a parlé de l'eau. Les gens ont visité le musée. Et de fond en comble, ils ont compris beaucoup de choses. Et au bilan final, quand on a regardé, non pas en termes de statistiques, mais en termes de qu'est-ce que les gens ont retenu, chacun a dit, je suis ressorti en apprenant beaucoup de choses sur ce musée. C'est ça. Et à partir de ce que j'ai appris, je pense que je peux changer de comportement. Donc, ce n'est pas tant la quantité de personnes, mais c'est la qualité des propos qui sont ressortis de cette visite qui incombe les gens parce que ça va impacter leur quotidien, ça va impacter leur environnement. OK et justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici au musée de l'eau? Qu'est-ce qu'on retrouve? Et on retrouve beaucoup de choses. Et on va retrouver l'eau dans comment il faut chercher l'eau avant. Ce qu'on va appeler la recherche de l'eau au niveau de la nappe phréatique par le bâton du sourcier. Le sourcier, c'est quelqu'un dans le village ou dans les communautés qui utilise un objet, un ustensile pour aller chercher l'eau dans les entrailles de la terre. Alors, au niveau du musée, moi, je suis un sourcier, mais on est en train de créer une association des sourciers du Burkina. Les sourciers, ce sont qui vont utiliser soit des bâtons d'un arbre qu'on va appeler Diospyros pour aller chercher l'eau. Il y a les rayons de vélo pour chercher l'eau. Il y a les écrous qu'on va mettre sous la forme de ficelle avec, qu'on va appeler un pendule. Il y a la plante des pieds qui va servir pour chercher l'eau. Il y a les calebasses qui vont servir aussi pour détecter l'eau. Ce sont des savoirs ancestraux. Et ces savoirs ancestraux sont des savoirs empiriques. C'est-à-dire que c'est par l'observation qu'on arrive à trouver l'eau. Parce que de cette observation, de fil en aiguille, depuis des années et des années, on arrive à le faire et ça marche toujours. Il y a aussi la lecture des savoirs comme les fourmis. Par exemple, le passage des fourmis d'un endroit A à un endroit B. Pour nous, quand on arrive à lire ça, on peut comprendre que c'est vraiment une nappe phréatique. Il y a la position des arbres qui distancent sans être plantés par l'homme. Ça aussi, ce sont des intervalles qui permettent d'avoir de l'eau. Donc voilà. Ce sont des indices que les gens trouvaient à l'époque pour connaître tout ce qui gravite autour de l'eau. C'est ça, c'est des indices, c'est juste l'observation. Observer, observer, répéter et appliquer. Voilà, c'est tout ça. Et ça, c'est une science. On va appeler ça les sciences endogènes ou les sciences paysannes. Donc, c'est des connaissances des populations qu'on ne peut pas nier parce qu'elles sont là, elles traversent le temps, elles traversent les espaces et ça marche toujours. Et justement, quand on regarde tout ce qu'il y a comme accessoires, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un devoir de mémoire que vous comptez rendre à la génération à venir? Parce qu'on sait aussi que la nouvelle génération, on n'a pas connaissance de ces anciens accessoires qu'on utilisait auparavant. Est-ce que c'est un devoir de J'aime bien le mot devoir de mémoire. Vous avez trouvé le mot juste. Je vous remercie pour ça. Et la mémoire, c'est quoi? C'est l'histoire. La mémoire, c'est quoi? C'est le passé
récent. La mémoire, c'est ce qui s'est passé hier. Et la mémoire, ça nous permet donc de tracer aujourd'hui et puis demain. Donc, c'est tout ça qu'on a mis ici. C'est ce qu'on va appeler patrimoine matériel. Nous avons des puisettes à peau de chèvre. Alors, ces puisettes étaient jadis utilisées par nos parents pour aller faire le pèlerinage. Mais aujourd'hui, la mémoire actuelle, c'est les robinets. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas venu comme ça au robinet. C'était un processus. C'est un processus, c'est une histoire, c'est toute une chronologie. Et cette chronologie, ce processus, cette histoire, cette mémoire, nous la gardons au musée de l'eau et nous la diffusons et nous la capitalisons. Et Faso Green TV est là aussi pour nous aider à diffuser tout ça. Donc, c'est un mérite pour vous, c'est un mérite pour nous, qu'on se mette ensemble, mutualiser ce qu'on sait faire chacun, et puis porter à la connaissance de l'humanité ce que le Burkina ou le Burkinabé sait faire dans la recherche de l'eau. Donc, tout ce patrimoine, on l'a. Patrimoine qui va être mémoire, mais patrimoine immatériel aussi qui va être mémoire, les chansons sur l'eau. Et quand vous regardez, on a près de 800 chansons au niveau du musée de l'eau sur l'eau. Les chansons les plus populaires, à la Claire Fontaine, M'en promener. Exactement. Voilà, c'est une On a chanson même très chanté ça populaire au au primaire. exactement. Hein. Voilà, donc toutes ces chansons-là, nous les capitalisons et nous les mettons. Il y a des chansons traditionnelles. Quand les femmes se retrouvaient au puits, il y a beaucoup de chansons qui ressortaient, soit des chansons d'encouragement, des chansons de solidarité, mais il y a aussi des chansons de critique. Voilà, des critiques, voilà, parce que quand deux femmes se retrouvent souvent, si elles se parlent pas, c'est qu'elles ne parlent pas le même langage. Bon, mais si elles parlent le même langage, c'est pour faire des critiques aussi. Bon, ça, c'est juste une boutade pour Donc, dire. c'est tout ce que vous venez de citer là, c'est ce qu'on va appeler patrimoine immatériel, c'est bien ça? C'est ça. Donc, c'est le patrimoine immatériel, ce sont les chants, les récits, les contes, les symboles, les symboliques, hein, les proverbes, les mythes. Tout ça, on va le mettre dans le patrimoine immatériel. Il y a un autre patrimoine qu'on va appeler le patrimoine naturel. C'est notamment les cours d'eau, les rivières, les lacs, voilà, les fleuves. Tout ça, il faut le montrer. Et au Burkina Faso, quand vous regardez, par exemple, les noms des provinces, vous avez 2 tiers des noms des provinces qui sont liés à l'eau ou à un cours d'eau. Le Kadiogo, Atapoa, le Mouhoun. Voyez. Donc, ce n'est pas au hasard qu'on a donné ces noms-là. Pourtant, ce sont des noms qui sont puisés, qui ont été donnés par les communautés elles-mêmes. Ce n'est pas l'administration qui a défini ces noms-là. Et je me rappelle que c'est depuis 1983, quand on est parti sur la question des provinces, que cette nomination des provinces est venue, mais c'est venu des connaissances des populations. Et les gens ont essayé de mettre en mutualité tout ce qu'ils avaient de plus proche. Ça peut être un cours d'eau, et généralement c'est un cours d'eau, un marigot qui partage. Et vous allez constater donc que les noms des provinces au Burkina, les 2 tiers, ont un lien avec D'accord. l'eau. Et vous étant dans le domaine il y a plusieurs années, est-ce que de votre point de vue, vous pensez qu'il y a eu quand même une amélioration quant à la disponibilité de cette ressource vitale qu'est l'eau au Burkina Faso? Je confirme. En 1983, déjà, le Burkina Faso avait créé le ministère de l'eau. À l'époque, j'étais à l'université et je me posais la question comment on peut créer un ministère de l'eau. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, on ne peut plus gouverner sans tenir compte d'un ministère de l'eau, surtout au Burkina Faso. Parce que l'eau reste un enjeu politique très énorme, très intéressant. Et depuis 1983 jusqu'à nos jours, ces ministères de l'eau ont toujours défini les politiques de l'eau pour le Burkina Faso, notamment les forages, les puits à grand diamètre, ainsi de suite, même pour les animaux. Alors, on est parti sur des forages où on disait avant, moi j'ai suivi ça, on faisait les forages pour 500 habitants. Et aujourd'hui, on est à 300 habitants. Et aujourd'hui, on parle des AEPS, ce sont les addictions d'eau potable, hein, pour des populations où les gens peuvent venir même chercher de l'eau ensemble en un point avec un système de robinet. Donc, on a fait de grands progrès. On a fait de grands progrès au niveau de l'approvisionnement en eau des populations. On a eu de grands barrages. Il y a eu Ziga, il y a eu Bagré, voilà, il y a Kompienga. Ce sont des barrages qui ont vraiment aidé, même Moussodougou dans les cascades ont beaucoup aidé à ce qu'il y ait vraiment de l'eau pour les populations. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Exactement.
Et il y a encore des difficultés dans les grandes villes parce on est sur des pressions démographiques très fortes. Et il y a eu des populations qui se sont mises à la périphérie et qui n'ont pas forcément accès à l'eau. Alors, donc ça pose des sérieux problèmes. Et entre le mois de mars jusqu'à mai-juin, Bon, j'allais en venir par rapport à cette période, vraiment, la population souffre énormément, surtout, même pas, celles qui sont en périphérie des villes, même, dans la capitale, c'est vraiment un souci. Dans la période de mars, avril, les populations peinent vraiment à s'acquérir cette eau potable-là, avec les coupures à répétition. Est-ce que vous pensez également qu'il y a un travail à faire à ce niveau? oui, il y a un travail à faire, mais déjà, il y a un travail qui est déjà fait. Et il faut reconnaître qu'il y a un travail qui est fait, mais il y a une croissance démographique aussi qui s'ajoute tous les jours que ça fait. Je ne connais pas le taux, mais on doit être autour de 2,2 ou 2,31. Et ça, c'est énorme. Et quand la population ne va pas en droite ligne avec l'approvisionnement en eau des populations, ça pose un problème. Donc, le gouvernement, dans la définition des politiques, comprend ça. On va faire le ratio entre l'eau disponible et les populations qui augmentent pour pouvoir satisfaire les gens. Mais il faut aussi arriver à canaliser la capitale parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dehors et qui ont droit à l'eau, qui doivent forcément avoir de l'eau. Donc, ça pose de sérieux problèmes. Mais je dis, au Burkina, j'ai beaucoup voyagé. Il faut reconnaître qu'il y a eu de grands progrès en termes d'approvisionnement. Je connais une capitale ou un pays où pratiquement il pleut 10 ou 12, 11 sur 12 mois. Mais la capitale n'a pas de l'eau potable. Ça, c'est des problèmes de gouvernance. Donc, les gens boivent voilà, sur les ressources alternatives, les marigots, les rivières, ainsi de suite. Et ça, ils sont exposés à des maladies hydriques. Et ça, ça pose des problèmes de santé publique. Mais au Burkina, je ne dis pas qu'on n'a pas ça. Mais c'est tellement limité que euh, on peut se dire qu'on a quand même fait de grands progrès parce qu'on est un pays sec, mais tous les efforts qui se font, et même la part budgétaire consacrée à l'eau, quand vous regardez, c'est formidable. Ça, il faut se dire les choses telles que c'est. Et même les sociétés nationales d'eau, il y a certains qui ont privatisé, et quand c'est privatisé, c'est le privé qui met ses coûts comme il le veut, mais le Burkina est resté, la Société nationale des eaux est restée intacte, ça n'a jamais été privatisé depuis qu'elle existe. Donc, elle écoute. Elle est à l'écoute des populations. Vous avez vu les problèmes de double facturation qui s'étaient posés à un moment donné. Les gens ont réagi. L'État est resté à l'écoute des populations. On a changé la donne. Voilà. Donc, tout ça, c'est des progrès parce que l'État écoute bien les populations dans le domaine de l'eau. Alors, donc, pour dire que un pays sec, mais on a une bonne connaissance de l'eau, nos gouvernants sont à l'écoute de la question de l'eau. Une Il bonne y a une organisation. bonne organisation, mais on a aussi une société civile qui se bat pour cette question-là. Le musée de l'eau fait partie de cette société civile. Il y a des ONG qui se battent pour tout ça, pour que l'eau vraiment soit ce qu'on appelle un droit. Parce que les Nations Unies ont décrété depuis 2010. Hein, l'eau, mais même dans la constitution du Burkina, l'eau est un droit. C'est-à-dire que vous et moi, on doit avoir de l'eau permanemment. Alors si je me lève le matin pour me laver, me doucher et que je n'ai pas l'eau, je suis dans une régression de droit. Alors, on va revenir, sur les missions et objectifs, du musée de l'eau. Quels sont vos objectifs? Voilà, de façon concrète. Et la- la- le principal objectif, c'est vraiment de faire connaître l'eau dans toute sa vision holistique. J'entends par vision holistique aborder la question de l'eau au plan culturel, au plan sacré, vous l'avez dit tout à l'heure à l'introduction, au plan, au plan économique, au plan politique, au plan cosmogonique. À tous les niveaux, il faut qu'on ait une bonne connaissance de la question de l'eau. L'eau, ce n'est pas seulement boire, mais l'eau, c'est boire et voir la culture qui s'approprie à ça. L'eau, c'est boire et puis partager. Si on est capable de boire de l'eau et qu'on ne peut pas en donner aux animaux et aux plantes, on est dans une situation on est dans une posture où on n'est pas un homme. Parce qu'on est homme que quand on est dans un environnement où on peut partager l'eau avec, voilà, et tout le personnel, tous les animaux qui sont à côté de vous, les chiens, les chats, ainsi de suite, les moutons,
Tout ceci font partie de notre environnement et qu'il faut satisfaire. Alors, c'est aussi aborder l'eau dans la dimension hygiène-assainissement. Parce qu'on ne peut pas faire de l'hygiène et de l'assainissement sans tenir compte de la question de l'eau. Comment l'eau peut aider à assurer l'hygiène et l'assainissement dans nos familles, dans nos comportements, dans nos services, ainsi de suite. Tout ça, on essaie d'aborder. Au plan culturel, on aborde ça pour montrer qu'il ne peut pas avoir de culture, il ne peut pas avoir de religion sans qu'il y ait de l'eau qui accompagne. Nous naissons tous de l'eau. Voilà pourquoi les femmes, nous les aimons. Nous faisons 9 mois dans vos ventres. Nous sommes des animaux aquatiques. Autant nous respectons nos mamans, on doit respecter l'eau. Autant nous respectons l'eau, nous devons respecter les femmes. Donc cette dualité de l'importance éminemment de la femme, nous essayons d'en parler au musée de l'eau pour montrer que la femme et l'eau, ce sont les deux créatures que Dieu a créées pour qu'il y ait la vie. D'accord. Et justement, au regard de tout ce que vous faites pour que les gens comprennent réellement les objectifs et tout ce qui a lien avec le musée de l'eau, est-ce que les gens s'intéressent vraiment à cette institution? Et si on veut estimer les visites, est-ce que mensuellement ou annuellement, les gens viennent visiter le musée? Est-ce qu'ils s'intéressent vraiment? Et il faut dire qu'il y a des tendances. Actuellement, on va dire que les gens commencent à visiter le musée de l'eau parce qu'une des politiques du ministère de la Culture, c'est de dire qu'il faut faire du tourisme endogène. On en parle partout, sur tous les plateaux, on encourage tout ça. Et j'ai vu que ça fait son effet parce que les gens ont commencé à venir dans les musées. Les écoles, beaucoup visitent les musées et de plus en plus, on voit des écoles, on a souvent 3, 4 cars qui peuvent débarquer un jour pour dire on vient visiter le musée. Ça fait quoi? 500 élèves, 400 élèves, ce n'est pas de la blague. Donc, nos premiers visiteurs, ce sont les élèves et les enseignants. Ça, c'est déjà pas mal. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi des familles qui viennent spontanément, qui viennent visiter le musée. On a des associations et des ONG spécialisées dans le domaine qui viennent visiter le musée pour augmenter leurs connaissances, ainsi de suite. On tire vers la fin de cette émission. Quelles sont les perspectives du musée de l'eau? Quelles sont vos perspectives à l'avenir pour un plus grand rayonnement du musée? Euh, pour un avenir plus radieux, nous voulons faire du musée de l'eau du Burkina le plus grand musée de l'eau du monde. Le plus grand musée. Et ça, je le dis non pas par conviction, mais par réalité de terrain. Et aujourd'hui, le musée de l'eau, on a beaucoup de pièces muséales qui ont un rapport avec l'eau que les gens aiment bien. On a aussi on a un espace où les gens arrivent à se former et à apprendre. Par exemple, la technique de recherche de l'eau par le sourcier, ça, c'est des techniques que nous sommes en train de diffuser et faire comprendre. Et c'est comme une université. C'est même une université, c'est une école d'anthropologie, c'est une école de sociologie, mais c'est en même temps aussi un espace de capitalisation et de diffusion des savoirs endogènes dont j'ai parlé tantôt. Alors, quand on parle de ce principe, on sort de ce qu'on va appeler les musées numériques pour rester dans des musées pratiques. Parce que ici, quand le visiteur vient, il apprend de lui-même. Le guide ne fait que guider et le visiteur va faire tout de lui-même. Par exemple, rechercher l'eau, comment utiliser les toilettes, comment faire pour observer l'eau, l'air et le vent. Pour y arriver, c'est vrai, comme toute institution, vous rencontrez des difficultés. Quelles sont les difficultés majeures que vous pouvez nous dire? La plus grande difficulté que nous rencontrons, on va dire 2 grandes difficultés, hein. La première, c'est le manque de financement pérenne. On n'a pas de financement pérenne. On se bat jour et nuit pour chercher des financements. Et depuis des années, on n'a pas eu de financement pérenne. On a des petits financements juste pour 1 ou 2 projets qu'on arrive à mener. Mais ça ne résout pas notre problème. Le deuxième problème que nous avons, c'est les questions foncières. Nous avons été victimes d'une occupation de 2 hectares sur nos 10 hectares. Et nous sommes en justice sur cette question. Nous avons fait la première partie où on a eu gain de cause.
Alors, ceux avec lesquels on est parti en conflit, ils ont demandé à ce que le procès soit repris. Donc, on est toujours à cette deuxième phase encore. On attendra de voir comment la justice va traiter de la question. Et lorsque nous aurons le droit à nos 2 hectares, on va les retirer pour pouvoir travailler. Faire du musée de l'eau le plus grand musée au monde, tel est le désir de Monsieur Alassane Samoura et nous pensons que cela est possible avec l'accompagnement de tout un chacun. Et c'est ainsi que mettra fin à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Avec Monsieur Samoura, nous avons parlé des questions liées à la ressource en eau, l'historique du musée, ses missions et objectifs. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Merci à Green TV. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Autour de l'eau. Au revoir.